Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walidou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle, vous avez déjà entendu des épisodes sur d'autres ERP, mais aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Odoo. Et en particulier, on va parler de la Odoo Community Association, sur lequel je me suis pas mal documenté, mais j'ai encore beaucoup de questions. Et pour répondre à ces questions, eh bien, qui de mieux qu'avoir avec moi le président du board de l'Odoo Community Association, Joël Grand-Guillaume. Joël, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté. Bienvenue sur le podcast Projet Libre. J'espère que tu vas bien. Eh ben oui, bonjour, je vais très bien, je te remercie. Merci pour ton invitation. Je me réjouis de passer ce petit moment avec toi pour partager un petit peu tout ce qu'il y a à savoir dans ce monde-là. Première chose, c'est que j'aimerais d'abord que tu puisses te présenter pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. D'accord, bon alors moi je m'appelle Joël Grand-Guillaume, ça fait un bien long nom. J'habite en Suisse, j'ai 43 ans, 3 filles. Je suis responsable du département Business Solutions chez Camp2Camp qui travaille avec Odoo depuis ses tout débuts. Et j'ai aussi l'honneur d'être le président de l'OCA et membre du conseil d'administration depuis maintenant 10 ans. Comment est-ce que tu as découvert le logiciel libre? Par quel moyen? Ouais, alors ça c'est une anecdote assez rigolote. Donc j'étais en CDD chez Camp2Camp à l'issue de mes études. Et puis j'ai eu l'occasion de participer à Phosphor-G. Phosphor-G, c'est le plus grand événement sur l'open source géospatial dans le monde du libre. C'est une conférence internationale où l'innovation et la collaboration convergent pour l'avenir de la géomatique. Et vraiment, ça a été là que j'ai découvert toute cette communauté internationale, rencontré des gens extraordinaires et cette façon de créer des logiciels que je connaissais pas alors. Et j'en suis tombé fan. Et donc, je suis allé voir les patrons pour qu'ils m'engagent, ce qui était chose faite. Et donc, c'est là que toute l'aventure a démarré. D'accord, donc tu as fait toute ta carrière sur Odoo, quoi, quasiment. Ouais, absolument, ouais. Ouais. Alors, depuis mes premiers travaux d'ingénieur, ouais, ou presque, j'ai fait un petit bout de géospatial au tout début. Et ensuite, j'ai embarqué sur ce logiciel extraordinaire. À l'époque, ça s'appelait pas Odoo. Quelle version c'était quand tu as commencé? C'était TinyERP, version 3.9. Waouh. Donc ça date un peu, je crois que ça fait 18 ans, c'était un petit peu avant 2006, toute la fin de l'année 2005 que j'ai découvert la première fois le logiciel. Avant qu'on parle de l'OCA, est-ce que tu pourrais commencer par présenter assez succinctement Odoo pour les gens qui ne connaîtraient pas? Odoo, c'est en fait une suite d'applications métiers open source. C'est un périmètre fonctionnel très large. En fait, c'est une sorte de boutique en ligne d'applications, mais pour les entreprises, un petit peu à la manière de ce qu'on aurait sur l'App Store ou le Google Store, mais simplement pour le monde des entreprises. C'est une solution qui est éditée par un éditeur belge qui s'appelle Odoo SA. C'est une société qui aujourd'hui pèse plusieurs milliards, mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est un modèle économique qu'on appelle Open Core. Il y a une version communautaire qui est disponible et publiée sous une licence LGPL et on peut souscrire un abonnement pour avoir la version entreprise qui donne lieu à un certain nombre de services, notamment les migrations et certaines fonctionnalités additionnelles. Je mettrai dans les notes de l'épisode des liens vers des interviews de Fabien, le créateur d'Odoo, qui explique toute l'histoire d'Odoo. C'est assez intéressant de voir par où il est Mhm. passé pour en arriver à où il en est arrivé là maintenant, quoi. Absolument. Ouais, c'est une très belle aventure. C'est une grande réussite du logiciel libre. Absolument. Est-ce que on pourrait juste revenir 2 secondes sur qu'est-ce qui, pour toi, sont les faits marquants du développement d'Odoo, en fait? Bon, il y a peut-être pas mal de choses à dire. J'espère que je vais pas en louper de trop important. Bon, déjà, je pense qu'il y a son début aux environs de 2005 avec ce logiciel connu alors sous le nom de TinyERP. Et puis 4 ans plus tard, autour de 2009, il a été renommé OpenERP après la version 5. Il était plus si petit que ça. Il y a la petite anecdote que Danone s'intéresse au logiciel et le patron qui souhaitait pas payer cher pour une solution qui s'appelait Tiny. Donc ils ont décidé de le renommer OpenERP parce que sa portée était beaucoup plus large qu'alors. Et la communauté a vraiment commencé à croître, je dirais, à partir de ce moment-là. En 2012, je trouve qu'il y a un autre fait marquant, c'est l'arrivée du premier client web et le passage de la GPL à la licence AGPL. Je pense que ça, c'est un fait marquant aussi dans la communauté et aussi pour les utilisateurs avec un vrai client web. Avant, on était encore sur un client lourd développé en GTK, donc beaucoup plus compliqué à déployer. Et puis en 2014-2015, OpenERP devient Odoo. Et donc, je dirais que pour mieux refléter sa suite complète d'applications, dans leur vision, ça allait plus loin qu'un ERP. Donc, ils souhaitaient enlever le mot ERP du nom du logiciel. Et c'est aussi à ce moment-là que Odoo a lancé une offre SaaS basée sur leur cloud avec Odoo Online et qu'ils ont changé de business model pour passer sur ce business model Open Core qui connaît le succès d'aujourd'hui. Je pense qu'on en reviendra tout à l'heure un peu sur les licences. Ouais, ok, avec plaisir. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe
à la présentation de l'Odoo Community Association qu'on appellera, certainement OCA, pour des raisons pratiques, dans le reste de l'épisode. Très bien. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que fait l'association en fait et pour quelles raisons elle a été créée? Alors déjà, on est une association à but non lucratif, hein, donc ça c'est la première chose et on a été établi pour soutenir une communauté open source et collaborative autour du développement, et la promotion de fonctionnalités, autour d'Odoo. On aide en fait aussi les intégrateurs, les membres à créer plus rapidement des solutions Odoo plus efficaces, avec un accès facile à des applications de haute qualité et aussi des migrations libres. Parce qu'aujourd'hui, si on veut migrer une version d'Odoo à l'autre, il faut passer par la souscription entreprise. Donc là, on propose un projet alternatif open source. Donc je dirais que ça, c'est un peu l'essence de cette association. Qu'est-ce qui fait que cette association elle est créée en fait? À quel moment exact c'est créé et pourquoi l'association vous décidez de la créer? Ouais, alors ça, il faut remonter pas mal d'années en arrière. À l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'était mes tout débuts dans cette communauté et je découvrais en fait un monde, une communauté internationale et j'ai eu un plaisir fou à collaborer en fait avec toutes ces personnes. Mais quelque chose me peinait beaucoup, c'est que chacun redéveloppait les mêmes modules en son propre nom pour avoir en quelque sorte le prestige de publier cette application à leur nom. Donc beaucoup de travail était fait à double. Il y avait peu de collaboration sur les modules des concurrents parce qu'on ne veut pas contribuer aux modules d'un concurrent, etc. Et là, ça m'a fait poser plein de questions sur cette pertinence en fait d'être dans un monde open source, mais de finalement pas collaborer. Et puis là, j'ai la chance de travailler chez Chem2Chem, donc dans le département géospatial qui font des projets open source depuis très longtemps. J'ai découvert en fait comment fonctionnait l'OSGeo. C'est une fondation géospatiale pour l'open source et j'ai compris comment cette association se structurait et comment ils avaient réussi en fait à faire de cette collaboration un succès. Et notamment, je dirais, un des points marquants de cette association, c'est le fait que le code des différents contributeurs est donné, ou le copyright est, on donne une version de son copyright à l'association de façon à ce que l'association détienne le copyright du code qu'on publie. Et donc le code est sous l'égide de cette fondation et non plus sous la responsabilité de chacun de ses contributeurs. Et le fait de neutraliser ça sous une entité commune, permet à chacun de contribuer librement. On garde l'auteur, évidemment, pour avoir la reconnaissance du travail qui a été fait par chacun. Par contre, voilà un peu le principe. Et donc, je suis parti sur cette idée et j'ai proposé, en fait, sur les mailing lists de l'époque, la fondation d'une telle association avec mes premières idées sur la question et ça, c'était très bien reçu. Et donc, je suis parti avec cette idée avec quelques intégrateurs de l'époque qui jouaient vraiment ce jeu de l'open source et on a décidé de fonder cette association. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à cette époque-là, c'est le même moment où tout s'est mis en route, où OpenRP est devenu Odoo et qu'ils ont changé leur modèle de licence. Ils sont passés de la AGPL à la LGPL plus ses souscriptions entreprises, donc sur ce modèle Open Core, comme il s'appelle. Et donc, ce jour-là, dans la salle d'annonce de la création de l'association, il y avait un monde, mais fou, on ne pouvait plus passer dans les couloirs. Et en fait, l'OCA a été perçu ce jour-là comme un bateau de sauvetage pour de nombreuses personnes qui étaient convaincues que la méthode open source était nécessaire pour cet écosystème et pour assurer l'avenir de la solution Odoo. Alors aujourd'hui, on a un objectif bien différent. L'avenir d'Odoo, il est désormais assuré. Il y a des millions d'utilisateurs satisfaits qui en profitent partout dans le monde. Et donc, on a redirigé un petit peu l'objectif de l'association pour pouvoir un petit peu au défi du jour. Quand tu annonces ça sur les mailing-lists, quelles sont les réactions, chez Odoo, en fait? Est-ce qu'il y a des gens de chez Odoo qui font des retours là-dessus? Est-ce qu'ils regardent ça de manière bienveillante? Est-ce qu'ils font pas de retour, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, j'ai toujours été transparent avec Fabien. Donc moi, j'ai eu la grande chance, je dirais, d'être dans les tout premiers. Donc Fabien, c'est quelqu'un que je connais. On se parle, voilà, on s'écrit, on se répond. Donc il y a un respect mutuel, je dirais, qui s'est installé depuis toutes ces années qu'on se côtoie. Et donc à cette époque-là, j'ai pas fait ça dans son dos. C'est quelque chose avec lequel il était au courant. On en avait parlé. Il est même venu participer à un moment donné de cette session de la création de l'association pour répondre à quelques questions. Donc il n'y a jamais eu une volonté d'être en frontal avec lui. J'ai toujours eu un esprit de collaboration. On est plus fort ensemble. Et le but, ça n'a jamais été finalement de se battre contre ni Fabien ni Odoo, mais bien de regarder comment est-ce qu'on peut faire vivre une version open source, comment est-ce qu'on peut faire vivre cette vision-là et supporter l'éditeur dans son mouvement open core pour que ça se passe bien pour les deux parties en fait. Avant d'aller un peu plus en détail là-dessus, je voudrais, savoir donc l'association, c'est une association de droit suisse? Oui. D'accord. Que tu as créée, parce que tu es suisse, en fait, donc tu l'as créée directement là ou il y avait une raison particulière de la mettre en Suisse? Alors, en partie, parce que j'étais établi en Suisse. Chem2Chem a aussi des succursales en France et en Allemagne, donc j'avais aussi d'autres opportunités, mais je pense que la réglementation suisse, elle est vraiment bien faite et surtout reconnue lorsqu'il s'agit d'organisations non gouvernementales. Il y en a plein qui sont ici à Genève, donc on a un droit,
je dirais, constitutionnelle qui favorise ce genre d'association et qui la rend crédible à l'étranger pour la stabilité et la neutralité pour laquelle la Suisse est connue. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait l'unanimité à l'époque quand je l'ai proposé. Personne n'a remis en question le fait de le faire en Suisse. C'est quelque chose qui a tout de suite, auquel les gens ont tout de suite adhéré. Et l'association, elle détient, je sais pas, de la propriété intellectuelle? Est-ce qu'elle est juste là pour faire la promotion de ce que vous faites? Ou enfin, qu'est-ce qu'elle détient, en fait, cette association? Alors peut-être qu'on pourra préciser ça dans le cadre des licences, mais en fait, pour pouvoir contribuer du code dans l'OCA, on doit signer ce qu'on appelle une CLA, Contributor License Agreement. Et ça donne, alors il y en a plusieurs formes, la nôtre, elle est très restrictive par rapport aux licences open source. Donc quand vous signez cette CLA, vous donnez une copie de votre copyright à l'association. C'est-à-dire que vous conservez le vôtre et vous avez le droit de changer les licences de votre bout de module comme bon vous semble, mais vous avez aussi donné une copie de ce droit à l'association qui donc permet à l'association d'être le représentant légal de ce module. Et ça, c'est le plus important, c'est d'être capable, en fait, finalement, d'avoir autorité auprès de la justice par rapport à l'écosystème qui se crée dans l'OCA. Et c'est ce qui a crédibilisé, finalement, les contributions open source et la volonté de chacun de vouloir contribuer dans cette association parce qu'elle en détenait, finalement, les droits. Et donc ça, c'est l'aspect vraiment très important dans cet écosystème. Au début, quand l'association elle est créée, elle est composée de combien de membres, en fait? Qui sont les premiers qui te rejoignent dans ce mouvement? Alors, je crois qu'il y a 8 ou 9 membres fondateurs qui étaient alors je dirais les principaux contributeurs en fait des différents modules Odoo, des fonctionnalités additionnelles qu'on avait besoin. Donc c'était vraiment clairement des intégrateurs petits ou moyens à travers le monde qui ont été d'accord de se fédérer et de partager ça sous une licence open source pour pouvoir éviter de faire le travail à double et être plus forts ensemble. Donc ça, c'était vraiment la volonté. Il y avait des développeurs, des consultants fonctionnels et même certains utilisateurs et clients. Donc je dirais ça, c'est vraiment un paysage assez large, hein. Ah oui, même en tant que client, on peut faire partie de l'OCA? Absolument, ouais. On a quelques clients qui sponsorisent l'OCA parce qu'ils utilisent des pièces qui leur sont indispensables pour leur fonctionnement, de leur instance Odoo et les fonctionnalités qui sont nécessaires pour eux. Maintenant, elle est comp le l'OCA est composé de combien de membres? Alors les derniers chiffres, je les ai pas, mais c'est entre 350 et 400 membres qui sont des membres donc qui souhaitent participer à la vie active de l'association. Par contre, il y a plusieurs milliers de contributeurs sur les modules, donc on n'est pas obligé d'être membre de l'association pour contribuer dans l'écosystème de l'OCA. Être membre, c'est une volonté de vouloir la soutenir financièrement et d'avoir une possibilité de participer à sa gouvernance et à son futur. Par contre, pour être contributeur, la seule chose qui est requise, c'est de signer cette CLA et à partir de ce moment-là, vous pouvez contribuer à tout l'écosystème de l'OCA sans aucun problème. Bah, justement, on va passer à la partie suivante, qui est, je pense, une des parties, très intéressantes, c'est le financement. D'où vient l'argent dont vous disposez? Et puis ensuite, après, on parlera de qu'est-ce que vous en faites de cet argent? Alors, l'argent de fonctionnement de l'association, elle vient principalement du sponsoring et des cotisations des membres, comme on vient de l'expliquer. Donc là, c'est des gens qui souhaitent soutenir et afficher leur soutien auprès de l'association. Ça, c'est la principale source de revenus de l'association. Mais après, il y a aussi beaucoup de revenus en temps et qui finalement, sur la balance, pèse beaucoup plus lourd. C'est tout le temps que nos contributeurs nous dédient pour participer en fait à ces différents modules open source, à ces contributions, au bug fix, à l'évolution fonctionnelle, à toutes les discussions qu'il y a sur les mailing lists. Et finalement, ça, c'est peut-être ce qui a le plus de valeur chez nous, beaucoup plus que le budget qui permet de faire fonctionner, je dirais, l'association de manière administrative et de financer les quelques serveurs qu'on a besoin. Vous avez pas de salariés dans l'association? Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment de salariés, mais on vient d'engager une CEO, on l'appelle Virginie DeWolf, depuis cette année. Avant ça, il y a Rebecca qui nous suit en tant que secrétaire générale, qui s'occupe vraiment de toute la partie administrative, organisation des événements, qui est d'ailleurs une personne incroyable que je remercie énormément pour toutes les contributions qu'elle a apportées à l'association. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de salariés, c'est des mandats renouvelés d'année en année. D'accord. Tu disais tout à l'heure donc, qu'il y avait du sponsoring aussi? Donc il y a des clients qui vous, sponsorisent, Absolument. Donc là, aujourd'hui, le sponsoring, c'est vraiment quelqu'un qui nous souscrit pour un sponsoring gold, silver ou autre, pour afficher son soutien à l'association. Donc là, ça lui donne le droit à une certaine visibilité sur notre site internet, à publier un certain nombre de références clients ou différents blog posts sur notre site web. Et puis là-dessus, il y a aussi des clients qui nous soutiennent là-dedans parce qu'ils ont besoin de certaines pièces et ils souhaitent nous soutenir économiquement, à défaut, par exemple, de contribuer directement dans les différents repositories de code. Il faut savoir qu'on est aussi en train de construire une offre d'abonnement pour les intégrateurs Odoo, pour qu'ils puissent accéder à des formations, à de la documentation, probablement des boîtes à outils spécifiques. Et l'objectif, c'est vraiment que les intégrateurs qui utilisent la méthode open source ou qui sont affiliés à l'OCA soient plus efficaces que les autres et qu'ils soient reconnus comme tels. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on a en train de construire cette année. dans tous les membres qu'on a parlé,
Donc d'entreprises qui sponsorisent, on a parlé des intégrateurs. Il y a des membres individuels aussi, c'est ça? Oui, alors ce qui est très important de noter dans la gouvernance de l'association, on n'a pas souhaité depuis le début que l'association soit pilotée par des entreprises. D'accord? Donc en tant qu'entreprise, je peux sponsoriser l'association. Bientôt, je pourrais profiter d'un programme et d'une souscription pour accéder à du contenu, à des best practices, etc. Mais aujourd'hui, la gouvernance de l'association, elle est régie par ses membres. Donc l'aspect politique, gouvernemental de l'association est vraiment régi par les membres eux-mêmes et donc ce sont des individus et non pas des entreprises. Ça nous paraissait très important pour garantir la neutralité, en fait, de cette association et sa crédibilité aussi vis-à-vis du monde. Et donc là, le board dont tu fais partie, il est composé, lui, de combien de personnes? Alors on est 9 aujourd'hui et le board est élu par les membres délégués et les membres délégués eux-mêmes ont été élus par les premiers fondateurs et ensuite chaque année par l'assemblée des délégués. Donc, dans l'association, l'organe de gouvernance de l'association, c'est les délégués. C'est ce qui constitue l'assemblée générale de l'association et c'est eux qui votent pour toutes les décisions importantes liées à l'association. Donc, chaque année, on élit 10 nouveaux délégués et ces délégués ensuite élisent le board pour l'année à venir. D'accord. Je me posais une question que j'avais pas notée, mais ça te prend beaucoup de temps de toi, par exemple, travailler sur l'organisation et sur l'OCA par rapport à ton emploi du temps, professionnel ou familial, en fait? Joker. Ouais, écoute, oui, il y a le temps que tu passes effectif dans les réunions qui est somme toute assez raisonnable, où on essaie d'être efficace. Et puis après, il y a un temps qui est plus difficilement calculable, c'est aussi toute la charge mentale, tout ce qu'il faut que tu cogites dans ta tête pour que tout ça, ça continue d'avancer, que ça prenne la bonne direction. Et je pense que c'est plus cet aspect-là qui est pas lourd à porter, mais qui est voilà, qui est quand même une certaine responsabilité aussi. Ça fait 10 ans que je suis là, les gens ils ont une certaine confiance et donc tout ça, ça occasionne forcément une certaine pression dans la charge mentale de tout ce que tu dois penser au quotidien. Quels sont tous les projets que vous faites et puis, lesquels sont, les plus importants ou sur lesquels vous mettez, par exemple, le plus d'énergie, quoi? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce sont nos contributeurs qui fournissent l'énergie et qui décident de sur quoi et comment ils souhaitent contribuer à ces différentes repositories. Donc nous, on va avoir finalement une capacité d'orienter ou de financement relativement réduite. Ça, c'est vraiment dans la main des contributeurs, comme n'importe quel projet open source, j'ai envie de dire. Maintenant, quel type de projets sont hébergés chez nous? Je dirais, d'une part, il y a des outils qui sont plutôt techniques pour aider à maintenir les instances Odoo, pour être conforme à différentes normes. Voilà, donc il y a tout un tas de toolkits qui permet aux intégrateurs, je dirais, de faire leur travail de manière convenable ou efficace. Ensuite, il y a aussi, je dirais, un autre pan qui est plutôt lié aux bibliothèques de bas niveau, typiquement pour faire du traitement en batch ou du traitement asynchrone de données, pour importer des choses, pour connecter des choses, donc vraiment des couches bas niveau. Une troisième catégorie de modules ou de fonctionnalités qu'on trouve, c'est toutes les alternatives open source aux versions Enterprise de Odoo. Le plus connu, c'est probablement tout ce qui est lié à la comptabilité, qui est basculé dans la version entreprise lors du passage à Odoo. Et donc là, on a un certain nombre de modules alternatifs libres au sein de l'écosystème de l'OCA. Ensuite, il y a un projet encore pas complètement connu, mais qui commence à l'être, c'est Open Upgrade. Donc ça, c'est cet outil qui permet de faire des migrations Odoo par soi-même, sans être dépendant de la licence entreprise de l'éditeur. Et puis après, et je dirais c'est la plus large portion, c'est les milliers d'applications fonctionnelles avancées qui permettent d'adapter Odoo à tous les secteurs ou presque, et de rendre finalement Odoo beaucoup plus efficace ou plus pertinent dans un contexte ou pour une industrie donnée. OK. Parce que j'avais écouté une conférence, ou une session de questions-réponses, je sais plus dans quelle, conférence c'était, en 2022 ou 2023, bref, où vous disiez qu'en fait, une partie des financements, ils étaient mis sur l'open upgrade, de mémoire? Oui, alors en fait là-dessus, ce qui s'est passé, c'est pas vraiment qu'on a placé ça, c'est-à-dire que l'OCA fait fonctionner aussi son site internet et son système de gestion qui est Odoo, à la grande surprise générale. Et donc pour migrer cette instance d'Odoo, on a décidé d'utiliser Open Upgrade. Et donc dans les RFQ qui ont été émis pour migrer notre instance, on a décidé de financer ça au travers de la migration de notre instance pour pouvoir publier les scripts de manière libre. Il faut savoir que c'est un projet assez compliqué. Les migrations, c'est toujours très difficile. C'est compliqué de le financer convenablement. Et ça, c'est vraiment un des défis auxquels on a été confronté. Donc, on a trouvé cette option ou cette voie pour permettre finalement de faire vivre ce projet. Et c'est quelque chose qu'on a envie d'amener encore plus loin demain pour professionnaliser un petit peu plus ce service de migration libre. C'est pas facile, sachant qu'il y a une version qui sort tous les ans. C'est tout le Non, temps un peu, il faut tout le temps un peu rattraper le train, quoi. ouais, exactement. C'est un vrai enjeu. Et je pense que ça va rester un challenge pour les années à venir de conserver finalement un projet libre pour permettre à tout un chacun de migrer ses versions communautaires. Ouais, absolument.
Je voulais, qu'on parle aussi des relations que vous avez avec Odoo SA. Savoir un peu là, on a parlé tout à l'heure du fait que donc tu connaissais bien, Fabien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que les relations sont toujours plutôt bonnes? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez un peu des tensions parce que vous avez des avis divergents? Comment ça se passe un peu la relation, pas quotidienne, mais, régulière avec, Odoo, l'éditeur? Bon, comme je disais, la relation, elle est vraiment amicale. Je connais Fabien depuis très longtemps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de nos 2 entités est résolument différent aujourd'hui. Odoo SA, il veut conquérir le monde sur le marché mondial des ERP. Il veut faire d'Odoo la première application métier la plus performante du monde. Ça, c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment son rêve, c'est ce qu'il est en train de concrétiser. Et puis l'OCA, en regard de ça, soutient une approche open source de l'outil ou une vision open source en fait de son développement. Pour nous, c'est ainsi que les clients ils obtiennent le meilleur retour sur investissement, qui vont plus loin avec le même argent. Notre objectif, c'est toujours de rendre ce projet Odoo plus efficace, d'aider à soutenir des développements collaboratifs et aussi d'éviter le vendor lock-in. Donc là-dessus, on n'a pas toujours été dans cet état-là, surtout au tout début quand il y a eu ce changement de licence, mais aujourd'hui, il y a un vrai équilibre qui s'est créé. On s'est finalement avéré être un des fers de lance de l'innovation dans l'écosystème Odoo aujourd'hui. Dans les 4-5 dernières versions, il y a de nombreuses fonctionnalités qui ont été intégrées dans le cœur, qui viennent en fait des idées de l'OCA. Donc en fait, compte, c'est un petit peu une situation gagnant-gagnant aujourd'hui, où Odoo, grâce à son succès, de ce modèle open core peut financer la partie open source et la version communautaire avec beaucoup plus d'efforts que ce qu'il a pu le faire par le passé. L'OC en échange produit de nombreux modules innovants qui finissent par atterrir dans Odoo un jour ou l'autre et on est une sorte de pôle d'incubation en regard de cette relation avec Odoo. Après, on est en train de s'orienter vers offrir à des intégrateurs l'opportunité d'intégrer mieux ces modules open source et de pouvoir se démarquer de la concurrence ou des autres façons de procéder pour intégrer Odoo, notamment avec des modules propriétaires. Et là-dessus, c'est vraiment le programme qu'on est en train de mettre en œuvre cette année. Vous avez pas de personnes qui travaillent chez Odoo SA qui contribuent à des modules, de l'OCA? Ça arrive, mais c'est plutôt sporadique. On a plusieurs fois des personnes d'Odoo et des développeurs qui sont venus participer à nos code sprints, par exemple. Mais c'est des volontés, des initiatives individuelles qui sont pas spécialement sponsorisées par Odoo. Je veux dire, c'est des personnes qui ont envie de participer à la communauté et à la vision open source du logiciel et elles sont toujours les bienvenues dans nos événements. Je me posais aussi la question de savoir, est-ce qu'il y a des modules Odoo qui sont plus populaires que d'autres? Tu as parlé de la compta tout à l'heure. Oui, alors là-dessus, je peux peu me prononcer, mais il y a certainement un subset de modules qui sont beaucoup plus connus dans l'écosystème de l'océan. En tout cas, il y a toute cette histoire ou tout ce set de modules autour de QJob qui permet de faire du processing et des traitements asynchrones qui est très utilisé ou très largement utilisé. Il y a aussi un fameux module qui s'appelle MissBuilder qui permet de construire des rapports, notamment financiers, une sorte de framework qui permet de le configurer. Voilà, on a quelques projets comme ça phares qui sont très largement utilisés, mais aussi la force, je pense, c'est la multitude en fait de ces quelques milliers de modules qui trouvent faire tout leur sens dans un cas précis ou dans l'autre et qui évitent en fait de payer un développement spécifique 100% par le client, mais qui permet d'être cofinancé finalement par une communauté d'utilisateurs. Et ça, je pense, c'est l'aspect le plus intéressant. Moi, j'ai découvert, maintenant je me rappelle, c'est parce que je cherchais à faire la connexion entre un Magento et un Odoo Mhm. et je suis tombé sur le module, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, enfin le connecteur qui permettait de faire la synchro entre un site e-commerce et Odoo et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Ça, c'est un vieux module sur lequel j'ai travaillé il y a très longtemps. Donc, on a parlé des relations avec Odoo, le fait que vous arriviez à influer enfin, vous n'avez pas de prise sur l'évolution, sur les features qui sont rajoutées dans les versions. Vous les savez en avance? Vous les découvrez au moment où c'est enfin, comment ça se Alors, je pense que non. Fabien, c'est le seul à savoir où va aller le produit. Il a une implication très forte dans l'orientation du produit. C'est ce qui a toujours fait sa force. Alors bon, il grandit et bien sûr que il y a beaucoup de relais maintenant chez Odoo avec leurs product owners qui font du très bon travail. Mais je dirais, Fabien est vraiment à la tête de la fer de lance du développement de son produit et c'est ce qui a fait son succès. Et là-dedans, ni les intégrateurs ni l'OCA ont vraiment voix au chapitre aujourd'hui sur la direction que prend le produit à l'avenir. Mais c'est aussi vrai que parfois, ils demandent des idées et là, on est toujours libre d'y contribuer et de proposer finalement les sujets sur lesquels on pense que Odoo devrait travailler plus. une autre question que je me pose, le fait de travailler chez un intégrateur Odoo un peu privilégié, parce que ça fait très longtemps et vous êtes quand même très, très reconnu là-dessus chez Camp2Camp et je pense que c'est pareil pour d'autres intégrateurs qui sont membres de l'OCA. Vous n'avez pas non plus des informations ou des manières de discuter, autres, avec l'éditeur? Ou c'est 2 choses complètement différentes? Ouais, alors c'est assez peu développé cette partie-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vu
que la plupart de ce code est libre, on a finalement au jour le jour accès aux différentes, contributions que l'éditeur va faire sous forme de pull request dans GitHub et donc on peut tout à fait être au courant finalement de ce sur quoi l'éditeur est en train de travailler de manière tout à fait transparente, ce qui n'est pas du tout le cas dans un autre logiciel. Donc peut-être que c'est le moyen qui est un petit peu différent, là où les éditeurs de logiciels propriétaires vont par exemple éditer une certaine roadmap ou autre. Là finalement, chaque personne qui souhaite s'y impliquer peut participer et suivre en fait l'évolution du produit au travers des contributions qui sont faites, au jour le jour. Le sujet suivant, c'est les licences. Quelle licence, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais sous quelle licence sont les modules Odoo? Est-ce que, enfin, de l'OCA? Est-ce qu'ils sont tous sous la même licence? Pourquoi cette licence-là? Ouais, alors tout ça, ça a été un jour un très fort débat. Aujourd'hui, il y a vraiment un consensus et c'est très largement accepté. Il y a eu beaucoup de discussions. Donc, à ce jour, ce qu'il faut comprendre, donc Odoo, il est édité sous la version LGPL pour toute la version communautaire, et puis il y a une version, une licence propriétaire pour tous les modules dits entreprises, c'est-à-dire ceux auxquels on accède uniquement via une souscription. Au sein de l'OCA, dans les statuts de l'association, on a défini que n'importe quelle licence certifiée par l'OSI est acceptée. Maintenant, dans les faits, la plupart des modules sont développés en AGPL ou LGPL. On a quelques autres licences, mais la plupart ont choisi l'une ou l'autre de ces licences. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'auteur d'un module dans l'OCA choisit sa licence. À partir du moment où c'est une licence certifiée par l'OSI, l'OCA l'accepte. Donc c'est pas nous qui distribuons ou qui décidons sous quelle licence un auteur souhaite publier son Attends, travail. je vais juste rappeler OSI, Open Source Initiative. Oui, exactement, ouais. C'est donc ceux qui régissent en fait tous ces différents types de licences open source et qui essayent d'en faire le tri et de les différencier en expliquant les avantages et inconvénients de chacun. Donc voilà, et je rappelle que là, pour que les gens poussent leur contribution au sein de l'OCA, ils doivent signer donc notre CLA, le Contributor License Agreement, qui donne à l'OCA une copie des droits d'auteur et qui permet finalement de protéger ce travail d'un point de vue juridique. D'accord. J'imaginais que pour des raisons de praticité, c'était plus facile d'avoir, un seul type de licence ou 2, s'il y avait quoi que ce soit, mais en fait, je peux arriver demain et faire aller prendre une licence MIT et mais pousser mon module sous une licence MIT quoi, par exemple? Absolument. Après, la compatibilité des différentes licences entre elles est de la responsabilité de l'auteur Bien aussi. sûr. Hein, donc ça, il faut quand même que les gens se renseignent sur qu'est-ce que ça veut dire de choisir l'une ou l'autre des licences. Il y a une certaine fac sur le site de l'Odoo Community Association qui permet peut-être d'aider ou d'éclairer à ce choix. Et après, chacun prend les responsabilités par rapport à ça. Et est-ce que tu peux expliquer pour quelles raisons Odoo, ils sont passés d'une licence HGPL à une licence LGPL? Bon, alors peut-être c'est pas moi qui devrais répondre, mais je vais quand même essayer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où Odoo a senti la nécessité de changer son business model et de passer sur un modèle open core, ils ont besoin de pouvoir adjoindre une couche propriétaire sur un cœur open source. Et la seule licence qui permet de faire ça, c'est la licence LGPL. Alors la seule licence en tout cas reconnue dans le milieu de l'open source ou de certifiée par l'OSI. Là, je ne sais pas exactement les termes exacts, mais si on veut passer sur une licence comme ça, de toutes les licences GPL, la LGPL est la seule qui permet finalement d'adjoindre un certain nombre de modules propriétaires qui cohabitent. Et donc c'est ça qui a permis à Odoo de se développer à l'échelle mondiale depuis lors, parce qu'ils ont pu faire atterrir beaucoup plus de contributions dans la version communautaire grâce aux souscriptions payantes qu'ils avaient. Donc l'un a financé l'autre. Le mauvais côté, bien sûr, il y a certaines fonctionnalités qui étaient open source qui ont donc basculé dans la version entreprise. On parlait par exemple de la comptabilité tout à l'heure. Et c'est là que par exemple l'OCA propose un panel de modules alternatifs pour permettre aux gens de faire de la comptabilité avec une version communautaire. Mais je dirais globalement, ce changement, il a été bénéfique pour tout le monde. Il a permis à l'éditeur d'arriver où il se trouve aujourd'hui. Et finalement, on n'a jamais reçu autant de contributions dans la version communautaire depuis ce changement de business model. Donc il a été beaucoup critiqué, mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est un succès. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions au sein de l'OCA au départ sur les licences? Ça, c'est un truc qui m'intéresse juste de comprendre. Les avis étaient très divergents ou? Par rapport à quoi exactement, pardon? Tu disais tout à l'heure, je te demandais, quelles sont les licences qui sont reconnues au niveau de l'OCA et tu disais que ça a été quelque chose qui avait fait beaucoup de débats. Je me posais la question de pourquoi, en fait? Ouais, alors ce qui a fait débat, c'était, le changement, de Odoo, GPL à GPL, avec la version 8 et puis ensuite AGPL à LGPL. Ça a suscité beaucoup d'inquiétudes et il y a eu beaucoup de débats au sein de l'association ou de ses contributeurs sur, alors finalement, sous quel code il faut que je publie mes contributions et là, il y avait le choix de la AGPL qui est beaucoup plus protective ou de la LGPL qui rend la chose beaucoup plus compatible. En fait, ce qu'il faut comprendre, la différence entre la AGPL et la LGPL, la AGPL, elle a une certaine composante qui permet à un utilisateur de demander le code source de l'application. Donc ça a été fait à l'époque pour protéger les offres SaaS.
quelqu'un qui ferait une contribution et puis un éditeur qui proposerait tout d'un coup une version SaaS à partir de ce module publié en open source et le contributeur initial finalement qui pourrait pas profiter des avancées que ce SaaS aurait mis en œuvre. Donc pour protéger ça, ils ont créé cette version AGPL qui donne droit à un utilisateur quel qu'il soit d'un logiciel open source de ce type de pouvoir demander le code. Et donc en utilisant des modules AGPL, on voit bien qu'avec ce shift vers une version propriétaire d'Odoo, les contributeurs avaient peur finalement que tout l'effort qu'ils ont placé dans un module soit entre guillemets volé par quelqu'un, packagé dans un module propriétaire et revendu à leur détriment. Pour ça, la licence AGPL était très appropriée, au contraire de la licence LGPL qui protège pas en fait contre ce type d'utilisation. J'ai une autre question d'expérience. J'ai bossé avec Odoo SA en tant qu'éditeur sur un de mes projets. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, si tu bosses avec Odoo, en fait, t'es pas du tout incité à bosser avec des modules de l'OCA. Pas forcément, on va dire. Non, c'est très vrai. C'est pas du tout leur approche de l'intégration de leur logiciel. Dans leur vision à eux, clairement, ils vont développer les fonctionnalités particulières qui manqueraient éventuellement pour tes besoins et ils vont t'en faire assumer finalement le coût. Éventuellement, ils vont profiter de ces expériences et de ces explorations au travers de leurs différents clients pour décider de renforcer leur version dans la prochaine release et d'améliorer telle ou telle fonctionnalité en fonction des expériences qu'ils ont faites sur les différents clients. Donc là, clairement, ils n'ont pas du tout une vocation de réutiliser ces briques-là. Et je pense aussi que c'est pour une certaine partie une décision stratégique d'être le owner, finalement, le propriétaire de la propriété intellectuelle du travail qu'ils réalisent. Et en utilisant en fait des modules OCA, du coup, ils se retrouveraient avec des briques logicielles dont ils n'auraient pas le copyright. Et je pense que ça politiquement, dans une entreprise comme la leur, ça peut poser un certain nombre de questions. Je voyais bien effectivement que intégrer des modules qui sont faits par d'autres gens sur lesquels t'as pas la main sur la roadmap, t'as pas la main sur forcément la qualité du code, tout ça, etc. Enfin, c'est un peu compliqué, mais le revers de la médaille, c'est que potentiellement, bah, on va te redévelopper la même chose qui existe déjà dans un module, et après, ben, tu vas devoir payer pour les mises à jour, etc., quoi. Donc il y a un peu les deux côtés, mais ça se comprend. Mais d'un autre côté, effectivement, potentiellement, tu peux réinventer un peu la roue. Alors ça, c'est sûr, c'est un petit peu le drawback, comme on dit, c'est un petit peu l'autre face de la pièce. Maintenant, c'est clair qu'en tant qu'éditeur et étant donné leur position, je pense que le choix qu'ils font, c'est certainement le bon pour eux. Et si on souhaite profiter finalement de cet écosystème, c'est pas auprès de l'éditeur, mais il faut trouver alors un intégrateur pour faire ce travail-là. Je crois que ça, c'est très clair. J'avais d'autres questions maintenant. J'ai commencé à réfléchir parce que j'ai des collègues qui travaillent dans des coopératives alimentaires qui utilisent Odoo. Et donc, il y a pas mal de versions d'Odoo, Food Coop, etc. Enfin, plein de trucs, tout ça. Et je me disais, mais déjà, est-ce qu'il y a des verticales? Comme là, tu vois, par exemple, bah, il y a plein de gens qui ont développé plein de modules pour gérer une coopérative alimentaire avec Odoo. Est-ce que tu connais en gros, des verticales, quoi, de gens qui utilisent OCA pour faire bah, voilà, leur propre version verticalisée d'Odoo? Alors, aujourd'hui, cette partie-là a pas super bien prise dans l'OCA, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs panels. Donc déjà, première chose, il y a quelques verticaux dans l'OCA, notamment pour gérer les associations ou un certain nombre de choses. Vous les allez trouver avec le petit préfixe vertical dans le nom des repos. Donc oui, il y en a quelques-uns. Maintenant, c'est pas un travail qui est super bien organisé parce que la grosse force de l'OCA, c'est vraiment de proposer en fait une immense constellation de modules qui répond à différents besoins. Et je dirais aujourd'hui, c'est encore le savoir des intégrateurs qui va savoir quel choix de module il faut mettre pour tel métier ou pour telle industrie. Et je pense que ce savoir-faire, il fait partie un petit peu de le facteur de différenciation des intégrateurs qui utilisent cet écosystème de l'OCA par rapport aux autres. Et donc chacun a ses propres recettes un petit peu de cuisine. Et ça, c'est une partie qui est plus délicate à partager, je dirais. Donc ces verticaux, on est aujourd'hui avec l'écosystème de l'OCA capable de tacler de nombreuses industries pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on va trouver dans la boîte en standard dans Odoo, mais il faut un peu la connaissance de cet écosystème pour en profiter. Et imaginons que moi, alors, toute ressemblance avec un sujet d'actualité serait fortuite. Imaginons que moi, j'arrive, je regarde Odoo et je m'aperçois que pour mon domaine d'activité, bah, en fait, il manque des choses. Tout n'est pas couvert avec et tout ça. Et je me disais, bah, si je veux faire avancer un peu mon sujet pour faire en sorte que ça profite à tout le monde, quelle est la bonne manière de faire pour faire en sorte que mes besoins, qui seraient potentiellement standards à tout mon domaine métier, j'améliore les modules OCA? Ouais, alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que en travaillant avec l'OCA, tout l'intérêt, c'est que on va déjà profiter de toute une base existante. Donc, en allant, je dirais, développer les quelques petits modules qui vont nous manquer, et en s'appuyant sur la base existante, finalement, on arrive à couvrir des besoins avec très peu de développement. Ça, c'est vraiment l'immense plus-value pour les clients finaux.
c'est que finalement, on va financer le développement de quelques petites différences ou de quelques petits compléments de fonctionnalités. Et en s'appuyant sur le réservoir existant, on obtient tout de suite une fonctionnalité complète en ayant finalement financé qu'une fraction. Et en plus de ça, ces fonctionnalités existantes se basent sur des best practices. Donc, on va en fait finalement profiter du meilleur de l'état de l'art. Et ça, c'est vraiment le gros avantage pour l'utilisateur final. Maintenant, comment faire pour arriver là-dedans? Je dirais déjà, il faut trouver un partenaire qui participe dans cet écosystème de l'OCA, ça c'est fondamental. Ou à défaut, il faut déjà se renseigner sur ce qui existe, éventuellement challenger l'intégrateur que l'on a, lui demander d'utiliser l'écosystème, de s'y référer. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi veiller à ce que, à minima, le code qui est développé par l'intégrateur soit fait dans une licence libre pour qu'on possède les droits d'auteur et qu'on évite finalement un vendor lock-in, qu'on ait la liberté demain de pouvoir changer de prestataire si on n'est plus satisfait. Et je pense que ça, c'est vraiment important dans cette histoire. Il faut aussi comprendre qu'entre un intégrateur qui va, je dirais, jouer ce jeu et un intégrateur qui ne va pas le faire, il y a une différence importante. Je peux très bien utiliser un module OCA et finalement ne pas y contribuer. Donc je vais finalement ne faire que tirer les choses de l'OCA, je vais les utiliser pour monter mon offre commerciale et finalement peut-être être compétitif. Mais pour le client final, le fait que quand je découvre des problèmes, je ne recontribue pas les bugs fixes, les améliorations que j'y apporte dans la base de code de l'OCA, eh bien rapidement, il y a une divergence qui se crée entre ce qu'on a fait pour un client donné et la version originale de l'OCA qui va continuer d'évoluer. Et en fait, le coût de repasser de l'une à l'autre va toujours être à la charge du client à la fin. C'est pour ça que c'est important de trouver un intégrateur qui va jouer ce jeu, qui va aller contribuer les évolutions, les bug fixes que vous allez faire pour votre projet dans le cœur du repository original pour capitaliser finalement dessus. C'est là où le client va bénéficier vraiment de ce retour sur investissement sur la maintenance de sa solution. Et si on a un intégrateur qui joue pas ce jeu-là de manière fair play, on va rapidement avoir des clients qui vont se retrouver à payer ces coûts de maintenance par eux-mêmes et qui n'auront finalement pas pu profiter du bras de levier que cet écosystème open source peut proposer. C'est finalement la connaissance fine de tout cet écosystème sur laquelle vous voulez travailler pour proposer, aux intégrateurs de monter en compétences et de Absolument. travailler avec vous, quoi, si je comprends bien? Et Ouais. on aimerait aussi les rendre visibles, qu'il y ait aussi un annuaire, que les gens puissent consulter pour trouver le partenaire le plus approprié pour leur secteur d'activité, pour leur région. Donc ça nous paraît maintenant la prochaine étape à franchir pour finalement offrir le meilleur aux clients finaux. Cette communauté, autour de l'OCA, elle se matérialise comment? Vous avez des événements? Vous avez quoi comme outil pour collaborer? C'est juste GitHub? Enfin, comment ça se présente un peu, cette communauté? Comment vous vous rencontrez? Comment vous travaillez, autour de l'OCA? Ouais, alors bon, déjà, il y a toute une infrastructure hein, que l'OCA fournit. Donc là, ça va depuis toutes les règles ou je dirais le cadre dans lequel les gens s'engagent à travailler. Comment est-ce qu'on peut faire ces contributions? Donc il y a tout un tas de documentation et de règles, de processus qui permettent à chacun de contribuer, qui sont explicités et à chacun peut s'entendre. Si on ne parle pas le même langage et qu'on n'a pas la même façon de fonctionner, c'est difficile de contribuer efficacement. Ensuite, il y a tout un tas d'infrastructures, d'outils, de CI et d'autres qui permettent en fait à cet écosystème de collaborer de manière internationale et en asynchrone. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis enfin, il y a tout ce système de revue de code et de conseils qui se crée autour de cette communauté par les règles qui sont instaurées, qui permet à chacun de grandir quand on apporte sa contribution, d'apprendre en fait de ses pairs et de devenir finalement meilleur et d'un jour contribuer aussi à la formation des autres. Donc, je dirais toute cette notion de collaboration de peer review, ça contribue à faire grandir chacun. Et puis enfin, il y a des événements, notamment les OCA Days, qui ont lieu la même semaine que les Odoo Experience en Belgique. On profite du fait que la communauté internationale se déplace pour l'expérience en Belgique, pas qu'ils payent 2 billets d'avion, et donc on se cale sur le même agenda pour proposer 2 jours auxquels les gens peuvent se rencontrer, je dirais, en présentiel, échanger et participer à des conférences sur plein de sujets super intéressants, que ce soit sur les modules OCA, son avenir, ou simplement prendre du temps pour travailler sur des sujets compliqués ensemble. OK, donc il y a un meeting, un gros meeting, est-ce qu'il y a des communautés un peu plus locales? Ouais, alors absolument. Donc là, tous les pays sont pas égaux, en regard des communautés locales. Il y a des pays beaucoup plus organisés que d'autres. Les plus connus sont certainement, en Espagne, au Mexique ou en Italie où il y a des communautés qui sont vraiment, locales, qui sont assez fortes et là, elles vont gérer leurs propres événements en promouvant aussi, la manière open source et l'écosystème de l'OCA, qui vont participer en fait à former des gens et qui sont très bien organisés dans ces différents pays et c'est typiquement un réseau de communautés locales qu'on souhaite développer à l'avenir parce que c'est vraiment en étant proche en fait des gens qu'on arrive à avoir un impact.
D'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans mes questions, mais je voulais savoir un peu, quels étaient vos défis, en fait, quels étaient les gros défis pour les mois, années à venir? Je sais pas pourquoi j'ai pas noté cette question. Les gros défis Je la pour pose les à mois et chaque les fois, années à alors je venir. sais pas pourquoi j'ai Non, noté. non, c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que Odoo, il a vraiment pris un ascenseur absolument extraordinaire. Cette solution, elle est en train d'exploser. Elle a un succès fulgurant. Elle a une croissance incroyable dans tous les pays. Et là, il y a un sacré défi pour maintenir une vision ou un écosystème open source dans ce paysage qui devient de plus en plus compétitif. Et donc, les défis de l'OCA, c'est de continuer à grandir en face de cette expansion complètement faramineuse du produit, de continuer à promouvoir une vision open source et de surtout réussir à faire connaître des utilisateurs et des clients finaux toute la valeur de cet écosystème et de cette manière d'intégrer Odoo. Donc les défis, je dirais, c'est que les clients, ils entendent parler de l'écosystème de l'OCA, de tous les bienfaits que cet écosystème peut leur apporter, et ça va être un des défis. L'autre défi, ça va être d'élever les intégrateurs qui participent à cet écosystème, d'être capable de les amener plus loin, de les rendre plus efficaces et d'apporter aussi, je dirais, un certain nombre de garanties, peut-être un jour sous la forme d'une maintenance pour un certain nombre de nos modules, encore à définir. Mais voilà, donc je pense que les défis, c'est vraiment que l'OCA puisse apporter des garanties sur le travail qui a été réalisé jusqu'alors, qu'elle fasse connaître du grand public et des utilisateurs finaux les bienfaits et les avantages qu'il y a de travailler avec un écosystème libre, et pour les intégrateurs qu'ils comprennent finalement que cette vision open source, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le client final parce qu'ils vont plus loin avec le même argent. C'est gagnant pour les intégrateurs parce que ça leur permet de participer et d'être collaboratifs sur ces développements, de partager les coûts de maintenance de ces différentes fonctionnalités. Et à la fin, c'est gagnant, je dirais, aussi pour le produit parce que ces innovations qui sont ou qui naissent au sein de cet OCA finissent par un jour ou l'autre se retrouver dans le cœur de Odoo. Et donc voilà, je pense que les défis sont vraiment à la hauteur, à la hauteur de l'expansion du produit ces années. Ouais, c'est ça, ouais. Je me posais la question, tu parles de faire connaître l'OCA. De quelle manière vous faites connaître l'OCA? Parce que moi, par exemple, je sais pas, dans les réunions, dans le de libristes où je vais, type FOSDEM et cetera, je vois pas de conférence de l'OCA, tu vois? Et je me dis: «Bah, pourquoi? En fait, si vous cherchez, des développeurs et à vous faire connaître, pourquoi il y a pas il y a pas de conférences, dans les grands salons, dans les pays européens, où il y a une conférence de l'OCA pour expliquer un peu ce qu'ils font et cetera? Tu as bien d'autres fondations qui viennent faire des conférences, pourquoi pas l'OCA, par exemple? C'est une question de temps? C'est une question d'argent? C'est Je pense un peu des 2, ouais, et c'est d'ailleurs toute la remise en question qu'on a cette année. Je pense qu'on doit mener une petite révolution maintenant, au sein du fonctionnement de cette association pour passer en fait finalement à un autre niveau que ce que l'on a toujours été, et on doit opérer maintenant cette mutation pour continuer d'exister demain, et je pense que la participation à ces salons ou à ces événements que tu mentionnes, en est une. Il y a aussi tout un tas d'autres actions qu'on a listées. On a un sacré défi maintenant devant nous pour se réinventer un petit peu, pour continuer justement d'avancer comme avec le produit et pour se faire connaître du grand public. Clairement, ça c'est vraiment le défi majeur de ces prochaines années. on arrive vers la fin d'entretien, en tout cas, on arrive à la fin des questions, que j'avais listées. Avant de te laisser la parole pour une tribune libre, je voulais te poser 2 questions. La première, c'est, pour, résumer, qu'est-ce que tu dirais à un utilisateur d'Odoo qui connaît pas l'OCA? Ah, je dirais que dans cette association, il y a un savoir-faire immense et qu'il y a probablement déjà une solution à son problème. Et qu'est-ce que tu dirais à un prestataire Odoo qui travaille pas encore avec l'OCA? Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je lui conseillerais fortement de s'impliquer maintenant pour être reconnu avant que les clients finalement commencent à le demander. Je pense que ça c'est vraiment, à mon avis, les clients sont de plus en plus au courant en fait de ces milieux open source. C'est plus quelque chose de tabou ou de peu connu comme à l'époque. Les gens réalisent la valeur que ça a et je suis convaincu que demain les clients vont demander ça. Ils vont demander de l'expertise, ils vont demander de l'open source. Et donc, premier arrivé, premier servi, c'est maintenant qu'il faut prendre le train. Rien à voir, mais, en termes de financement, avec, des organismes, européens, je pense à tout le fonds NGI Zero ou des trucs comme ça de l'Union européenne et tout, vous avez pas des choses à faire? C'est possible. On a commencé d'étudier ces questions. Les procédures sont assez lourdes aujourd'hui. Il y a un vrai palier à franchir en termes de finances. Tu vois, aujourd'hui, pour arriver à faire vraiment un scale-up de notre situation, on a besoin d'un budget qui est beaucoup plus haut. Alors, nos comptes, ils sont publics, hein, donc voilà, il n'y a rien à cacher, mais on fonctionne finalement avec très peu de moyens et beaucoup de volontariat. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'investir dans la position de Virginie, dans cette position de CEO, pour faire avancer les projets.
parce qu'aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite que ce que le temps du bénévolat nous permet d'aller. Et pour aller plus loin, il faut des fonds et il faut du temps. Et aujourd'hui, les membres du board qui font la plupart de la gestion de cette organisation n'ont pas plus de temps à consacrer là-dedans. Donc, ça ne peut passer que par l'engagement de ressources et donc par le financement de ces nouvelles ressources. Et donc ça, c'est tout le défi auquel on va être confronté maintenant, c'est de trouver comment on va financer ces ressources de manière pérenne pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et donc, on a beaucoup d'idées, mais pas encore les moyens de les réaliser toutes. Il y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'interviewer, une des personnes francophones qui travaille, enfin même la personne francophone qui travaille dans la fondation Nelnet, Mmh. qui est en fait le récipiendaire des fonds, du programme NGI Zero, et qu'en fait, en gros, qui expliquait, les financements simplifiés où tu peux avoir entre 5 000 et 50 000 € même en tant que personne, en tant qu'individuel, pour travailler sur des sujets. Et en fait, il y a peut-être des choses à faire, de ce côté-là, sur certains sujets, justement, parce que c'est très simplifié. Tu remplis un formulaire, tu attends 2-3 mois et puis après, derrière, on te dit: «OK», tu fais le code et tu es payé, quand le code il est produit. Donc il y a des choses certainement très intéressantes à faire de ce côté-là. Ouais. Moi, j'en fais de la pub, dès que je peux. Ouais, tu as bien raison. Ouais, non, c'est une bonne remarque, ouais. Je pense qu'il y a des fonds qui existent aussi comme ça dans certains pays localement pour ce genre de choses et ça mériterait clairement d'être étudié. Je suis totalement d'accord avec toi. OK, on arrive à la fin de l'interview. Beh, moi, je voudrais te donner, te laisser, faire une tribune libre. Si tu as un message à passer avant qu'on se quitte, je te laisse la parole. Voilà, tu me prends à défaut, j'avais pas réfléchi à cette question libre. Ouais, ouais, j'ai oublié de la noter encore une fois. J'ai encore oublié de noter la tribune libre. Je pense que dans un premier temps, mon message, il s'adresserait tout d'abord, à tous les contributeurs de l'OCA. J'aimerais tous les remercier pour le temps qu'ils ont consacré à créer finalement ce que l'on est devenu aujourd'hui. Ça, c'est grâce à toutes les contributions qu'on a reçues. Donc, je pense que mon premier message, ce serait pour nos contributeurs, les remercier pour tout le temps qu'ils ont passé, pour l'excellent travail qu'ils ont fait, pour la qualité, de ce qui a été produit et je pense que ça, c'est vraiment une super fierté et donc voilà, donc ça, ce serait la première chose que j'aurais envie de leur dire. La deuxième chose, c'est que j'aimerais remercier les intégrateurs qui participent finalement à cette aventure, qui y croient et qui ont un soutien pour la plupart indéfectible depuis de nombreuses années envers l'association, de par le temps qu'ils laissent leurs employés consacrer, mais aussi pour tout le soutien qu'ils nous ont montré toutes ces années. Donc ça, c'était mon petit mot de remerciement. Ensuite, j'aurais un mot pour les clients. Pour tirer le meilleur parti de votre projet Odoo, vous devez prendre en considération ce qui existe dans l'OCA. Il y a vraiment une solution pour presque chacun des problèmes que vous avez rencontrés. Il y a quelqu'un qui l'a déjà vu. Il y a quelqu'un qui en a certainement déjà proposé quelque chose. Et plutôt que de réinventer la roue, il y a là-dedans tout un paysage de fonctionnalités qui vous attendent. Et donc, je pense que ça mériterait à ce que vous vous intéressiez. Et vous avez les clés pour orienter vos intégrateurs. Donc, le monde de la gestion d'entreprise avec Odoo de demain sera construit aussi par les demandes que vous allez formuler. C'est celui qui paye qui décide à la fin, hein, on est le client est roi. Et donc, si vous exigez de passer sur une technologie ou sur une stack open source parce que vous croyez que c'est là-dedans que vous allez avoir le meilleur retour sur investissement, eh bien, c'est ça qui va mener finalement les intégrateurs à changer de monde. Et puis enfin, un message pour les intégrateurs, commencez de s'intéresser à l'OCA. Si vous n'y trouvez pas votre compte, que c'est un peu brumeux pour vous de mettre le pied à l'étrier, je vous invite simplement à nous écrire, qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse vous expliquer comment ça marche, comment vos équipes peuvent s'impliquer dans ces projets, qu'est-ce que vous avez à y gagner, parce que tous ceux qui en ont fait l'expérience jusqu'à maintenant, ils sont restés. Donc il y a certainement de bonnes raisons pour rentrer dans cet écosystème, aussi pour votre propre profit et non pas seulement par intérêt philosophique. Donc je veux dire, l'OCA, c'est vraiment quelque chose qui permet à tout un chacun d'en ressortir grandi. Et donc voilà, j'inviterai chacun à s'approcher de nous pour y découvrir ce qu'ils ont à y gagner. Bah, super. Rien de plus à ajouter, à part de dire aux auditrices et aux auditeurs de Projet Libre, s'ils utilisent Odoo ou s'ils vont commencer à utiliser Odoo, de regarder, du côté de l'OCA. Peut-être, d'aller voir les OCA Days? Exactement. C'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez acheter votre ticket dès aujourd'hui sur dodocommunity.org. Et chères auditrices, chers, auditeurs, hésitez pas à partager cet épisode, hésitez pas à réagir aussi à cet épisode. J'aime bien avoir des petits retours, vous pouvez le faire par mail ou par Mastodon ou potentiellement par LinkedIn aussi, pourquoi pas. Donc, hésitez pas. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'Odoo, j'ai déjà d'autres trucs, dans les tuyaux, là-dessus, d'autres épisodes, mais je voulais d'abord faire l'OCA et je suis content parce que ça fait,
un an que mes premiers mails, c'était il y a un an. Donc, je suis très content qu'on ait enfin pu faire cet épisode. Joël, merci beaucoup. Avec plaisir, c'était un plaisir. Je te remercie pour ta confiance et ta patience. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec toi. À disposition pour les prochains épisodes, aventures ou autres, si tu le juges nécessaire.